Bonsoir à tous, je vous propose qu'on commence et on laissera les derniers retardataires arriver et s'installer calmement dans cette très belle salle. On est ravis de vous accueillir pour cette dernière table ronde des Dauphine Digital Days, consacrée aux attentes des étudiants sur l'usage des IA génératives et puis sur les attentes également des entreprises. Donc je suis Pierre Laniret, je suis l'animateur à Dauphine, je suis enseignant-chercheur en gestion, et puis je suis l'animateur du cercle Dauphine numérique, qui réunit un aéropage de, de partenaires de très grande qualité, que je vais présenter tout à l'heure, et qui viendront réagir aussi à ce que nous allons présenter. Le format de cette année est un petit peu original, puisque quand on a réfléchi à cette troisième édition, cette troisième table ronde du cercle Dauphine numérique au sein des Dauphine Digital Days, on a choisi de lancer une enquête auprès des étudiants de l'université Paris-Dauphine afin de mesurer, 2 ans après l'avènement de ces outils beaucoup dans nos vies, mais essentiellement pour nous, enseignants-chercheurs, dans nos salles de classe, de regarder un petit peu l'état des comportements, des usages et des attentes de nos étudiants, parce que ça a beaucoup bouleversé leur manière d'apprendre, leur manière même plus généralement d'aborder la recherche d'informations et l'acquisition de connaissances. Et il se trouve que cette année a également vu le jour une association étudiante à l'université Paris-Dauphine qui s'appelle DOIA, dont on dira quelques mots juste après, et qui s'intéresse à ces questions d'intelligence artificielle et qui est une association, comme je l'ai dit, étudiante. Et donc, on a choisi de les mandater pour réaliser cette enquête dont ils vont restituer les résultats dans quelques instants. Donc je voulais juste, avant de leur céder la parole, les remercier chaleureusement pour ce travail-là. Et puis voilà, on a hâte de voir les résultats. Ensuite, on aura, pour chaque séquence de résultats, vous verrez que c'est divisé en 4 sections, on aura des réactions de nos partenaires pour voir un petit peu le pendant du phénomène dans les organisations. Et puis, au terme de la restitution, on aura un temps d'échange avec la salle. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est effectivement avec grand plaisir que nous vous partageons les résultats de cette enquête qui avait pour objectif d'interroger les comportements, les usages des IA génératives par les étudiants dauphinois. Parce qu'en fait, maintenant, ça fait partie de notre vie quotidienne, tant par des utilisations académiques, mais aussi professionnelles. Et donc, c'est aujourd'hui un grand plaisir de vous montrer ces résultats. Nous remercions Dauphine, nous vous remercions pour l'accompagnement, mais aussi pour la confiance et l'autonomie qui nous a été accordée pour pouvoir mener cette enquête et vous la présenter aujourd'hui. Et c'est aussi l'occasion de remercier les entreprises et les partenaires que nous avons, notamment au sein du Cercle Dauphine numérique. C'est sympa. Je reprends la parole très rapidement, effectivement, pour remercier l'ensemble des partenaires du Cercle qu'on va entendre aujourd'hui. On a des membres fondateurs qui sont la Banque des Territoires, Caisse des dépôts, et le cabinet Grant Thornton qui est représenté aujourd'hui par Nicolas Gagné du Parc. Et puis on a d'autres partenaires qui progressivement ont rejoint cette aventure qui consiste à réunir autour d'une même table, un petit peu moins grande que celle qu'on a le plaisir d'avoir aujourd'hui, nos chercheurs à Dauphine en IA, que ce soit du côté de l'informatique ou du côté des sciences sociales. En tout cas, dans toutes les disciplines, on a des chercheurs qualifiés sur le sujet et on voulait les faire dialoguer avec des entreprises qui ont aussi beaucoup de problématiques. Quand on a lancé Dauphine numérique, on s'intéressait beaucoup au numérique et pas mal à l'IA. Et puis voilà, les dernières années nous ont beaucoup reconcentré vraiment sur les problématiques d'intelligence artificielle. Et donc on a eu le grand plaisir d'élargir le cercle à l'entreprise CGI, qui est représentée aujourd'hui par Mathieu Vanier. Et puis j'ai vu aussi Jean-Pascal Boutier et nos habituels, Alexandre Fievé, nos habituels invités du cercle. Et puis Orange, voilà, qui a rejoint l'année suivante l'aventure, aujourd'hui représentée par Philippe Trimborn et Émilie Sirvan-Yen. Et puis enfin un nouveau partenaire qui a rejoint le cercle
je pense que c'est au début du mois de novembre, la signature était il y a quelques jours seulement, et qui est l'entreprise Murex, dont je laisserai le représentant aujourd'hui se présenter tout à l'heure, et puis voilà, intervenir à loisir pour cette première participation au Dauphine Digital Days de Murex avec nous. Voilà. Je dois vous rendre la parole là, je crois. C'est parti. Pour du coup vous présenter brièvement l'association d'Oya, et d'abord merci beaucoup Pierre pour cette très belle opportunité que vous nous avez offert aujourd'hui de pouvoir justement travailler avec l'université sur ce très beau sujet qu'est l'IA générative. En fait, d'Oya est l'association consacrée donc à l'intelligence artificielle pour les étudiants de l'université Paris-Dauphine. Notre objectif est vraiment de fédérer les étudiants intéressés par cette thématique pour à la fois donc la promouvoir, diffuser, mais aussi les sensibiliser sur cet écosystème qui aujourd'hui, comme l'a très bien dit Pauline tout à l'heure, fait partie de nos routines. Pour cela, en fait, nous agissons autour de 3 leviers, à la fois l'organisation d'événements, mais aussi la création de formations, et comme aujourd'hui l'illustre très bien, la contribution à l'avancement de sujets autour de l'IA. Nous faisons également partie d'un regroupement d'associations qui s'appelle Unite, aux côtés de d'autres grandes écoles pour justement faire avancer cette thématique auprès des étudiants et pouvoir vraiment créer un véritable écosystème. Et d'ailleurs, je souhaite également remercier Victor et Julien, qui sont le second co-vice-président, et Julien, notre président. Aujourd'hui, autour de moi, il y a Lola, Juliette et Pauline, que je remercie énormément parce qu'en fait, je suis le seul aujourd'hui à être vraiment membre de d'Oya, et j'ai fait appel à eux parce que pour réaliser ce questionnaire, nous avons eu un temps assez restreint, et pour ce faire, j'ai fait appel à des camarades de ma promotion, donc du master conseil accompagnement du changement, et c'est vraiment grâce à eux aujourd'hui qu'on peut vous présenter cette enquête, à la fois pour sa construction et l'analyse qu'on vous présente aujourd'hui. Concernant ce questionnaire, comme l'a très bien présenté brièvement au début Pauline, l'idée était de comprendre l'utilisation des IA génératives par les étudiants de l'université Paris-Dauphine. Pour cela, l'idée était vraiment d'une part, évaluer leur compréhension, leur utilisation et leur niveau de maîtrise des IA génératives, mais également de cerner leurs attentes vis-à-vis de l'université et de leurs futurs employeurs. En fin de compte, l'enjeu était vraiment de faire un état des lieux de aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait et quel usage est fait des IA génératives pour vous le proposer et justement avoir un débat enrichissant avec notamment vous. Pour présenter donc rapidement les réponses obtenues, nous avons eu au total 800 réponses avec une parité atteinte, une représentation assez fidèle des réalités de l'université Paris-Dauphine, avec une moitié de répondants en licence et un peu moins de la moitié de master. Et concernant les masters qui vont du coup évidemment principalement nous intéresser ici, une assez fidèle représentation des différentes filières qui composent notre université, donc avec une très nette majorité d'étudiants en management qui représentent finalement aujourd'hui la constitution donc de nos masters. Parmi donc ces étudiants et ces répondants, nous avons 80% qui ont déjà eu une expérience professionnelle, et 93% des répondants qui déclarent utiliser des IA génératives, ce qui est d'ailleurs légèrement élevé que d'autres études qui ont pu être menées, notamment par l'école Léonard de Vinci. Et juste avant également que qu'on vous présente le sommaire, 2 petites informations. Déjà, concernant les données, nous avons eu un peu moins de répondants au niveau des L2. Pour autant, nous estimons qu'aujourd'hui, cela n'aura pas en tout cas un impact sur les réponses qu'on vous proposera, et également concernant la représentativité des différentes réalités proposées par les masters, que ce soit mathématiques, sciences sociales, économie ou droit. Là aussi, dû à leur faible nombre, les résultats qu'on vous proposera, évidemment, pourront être légèrement, on va dire, moins importants que ce qui pourrait y être. Donc, comme a commencé à l'introduire Pierre, nous avons structuré notre présentation en 4 grandes thématiques, comprenant chacune 2 volets. Donc, il y aura à chaque fois une présentation de nos données qui sera suivie par un moment d'échange avec l'Assemblée et les partenaires. Donc, vous serez invités à partager votre vision et vos pratiques à différents moments. Donc, nous allons commencer tout d'abord par un point sur l'usage des étudiants à l'université, donc un focus sur leurs pratiques actuelles. Nous verrons ensuite le niveau de maîtrise et d'apprentissage des étudiants, avec un état des lieux des compétences et des besoins. Et puis, nous verrons les enjeux pour le management, avec les impacts des IA dans le cadre professionnel. Et nous finirons par les impacts sur les capacités cognitives.
et nous verrons à cette occasion, nous partagerons nos réflexions sur les effets à long terme. Donc cette structure, elle va permettre de favoriser un dialogue riche et interactif qui va croiser perspectives et expériences. Et je laisse Juliette ouvrir la table ronde. Déjà, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler plutôt de la partie usage des étudiants au sein de l'université. Donc, au sein de cette partie, on va être plutôt sur des questionnements tels que quelles sont les IA les plus utilisées par les étudiants, comment les étudiants s'en servent concrètement au quotidien et quelle est l'utilité majeure pour eux. Alors, du coup, au niveau de la fréquence d'usage et des outils utilisés, donc déjà au niveau des outils, on voit plusieurs IA génératives que vous pouvez voir ici. Sans grande surprise, ChatGPT arrive en premier avec 60% d'utilisation par les étudiants. Ce chiffre, il représente la partie gratuite de l'IA, ChatGPT, donc 50% et 13% de la version payante. On va aussi avoir d'autres IA, comme par exemple Copilot, Gemini, mais aussi des IA un peu plus spécifiques, comme DALL-E, par exemple, qui est spécialisé dans la création d'images par l'intelligence artificielle. Au niveau de l'utilisation, donc nous, au cours de cette enquête, on a pu remarquer qu'il y avait une grande utilisation quasi quotidienne des étudiants au sein de l'université, puisqu'un étudiant sur 2 utilise les IA génératives au moins une fois par semaine, voire plus. Et on a remarqué une disparité par rapport à l'utilisation en entreprise, puisque, comme on a pu vous le dire avant, la plupart des étudiants de l'université qui ont répondu à notre enquête ont déjà eu des expériences professionnelles. Donc en entreprise, là, on passe plutôt à 1 étudiant sur 4 qui utiliserait l'intelligence artificielle en entreprise. Du coup, maintenant, au niveau plus des usages au quotidien pour les étudiants, je ne vais pas vous redire chaque chiffre, vous les voyez affichés, mais globalement, les étudiants utilisent l'IA pour créer des plans, avoir une méthode, un cadre dans leur travail. En fait, la question qui était posée dans le questionnaire, c'est lorsque vous utilisez lorsque vous avez à faire, par exemple, un devoir ou une évaluation qui a à rendre, comment est-ce que vous utilisez concrètement l'IA? Donc, déjà par les plans, les méthodes, mais aussi 71% s'en servent pour brainstormer et avoir des idées. Donc là, on va être plutôt dans une notion de créativité. Et après aussi pour trouver des informations ou des éléments de réponse à une question posée. On a aussi pu voir grâce à cette enquête que 53% des étudiants, donc plus de la moitié, utilisent l'IA pour corriger l'orthographe, la grammaire ou la syntaxe d'un devoir. Et pour la petite anecdote, nous, on s'est nous-mêmes servi de l'IA pour construire notre questionnaire, que ce soit pour reformuler nos questions, pour qu'elles soient les plus claires possibles, pour vérifier la syntaxe, vérifier qu'il n'y a pas de faute, etc. Donc on s'en sert vraiment quotidiennement. Et au niveau du coup du gain, nous utilisons les IA, mais ce n'est pas pour rien. On les utilise déjà pour travailler mieux, c'est ce qui est ressorti en 3e position. En 2e position, les étudiants estiment qu'ils apprennent mieux aussi grâce à l'IA, grâce aux méthodes que peut nous proposer ChatGPT ou autre intelligence artificielle. Et ce qui arrive en 1re position, ça va être le gain de temps, puisque les IA nous font gagner énormément de temps sur nos travaux, que ce soit au niveau scolaire ou en entreprise. Et ces chiffres sont un peu à pondérer, puisqu'en fait, de notre part, on a également observé des grosses disparités. En fait, les étudiants, certes, estiment qu'ils gagnent du temps, gagnent de la qualité, mais aussi apprennent mieux. Mais pour autant, en fait, on a aussi remarqué qu'ils n'ont pas forcément la pression d'apprendre mieux en interagissant avec une IA générative, et ne pensent pas non plus obtenir de meilleures notes grâce aux IA génératives. Même si celle-ci représente à chaque fois un peu plus ou un peu moins d'un étudiant sur 4, en fin de compte, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. C'est que certes, ils sont conscients que ça peut être bénéfique, mais ils sont également conscients que ça peut également porter préjudice et leur faire perdre du temps. Et en fin de compte, un chiffre qui illustre très bien cela, c'est que 41% ne savent pas s'ils réalisent des travaux de meilleure qualité avec des IA génératives.
Toujours le mauvais bouton. Merci beaucoup pour cette première présentation. Il n'y a rien de très révolutionnaire pour nous quand on lit ces résultats, et c'est tant mieux. Dans la recherche, on cherche d'abord à vérifier que ce qu'on a comme intuition, c'est vérifié, et on trouve un certain nombre de choses. On quantifie par contre le phénomène. C'est intéressant aussi que vous fassiez la part belle au fait que il y a toujours des majorités qui se dégagent, mais en même temps, 20-30% des étudiants qui utilisent peu, qui ne voient pas de progrès, c'est pas du tout anecdotique, c'est pas non plus résiduel. Donc c'est intéressant de voir ce clivage-là, et on l'a également dans le monde des entreprises. Je vais travailler un petit peu la transition. Dans les papiers le papier un peu fameux sur les gains de productivité liés aux IA génératives, il y a ce papier de la Harvard Business Review là sur qui avait été fait avec des consultants du Boston Consulting Group, et qui montrait que les gains en productivité, par exemple, ils n'étaient pas également répartis selon les consultants. Il y avait ce dispositif expérimental où on avait mis des consultants avec ChatGPT et des consultants sans ChatGPT pour voir comment ils arrivaient à travailler. Les gains de productivité étaient plus élevés chez les consultants les plus juniors, les moins qualifiés, qui étaient les moins bien notés dans les années précédentes. Et ensuite, les consultants les plus seniors, ils avaient également des gains de productivité, mais bien moindres. Comme si, d'une certaine façon, un des effets des IA génératives tel qu'il était décrit dans l'article, c'était que ça allait un peu lisser le niveau, ce qui pour nous, en tant qu'enseignants-chercheurs qui aimons bien classer, noter, évaluer, pose un vrai sujet. Je me retourne du coup vers nos partenaires pour savoir un petit peu, eux, quelle est leur vision des usages de ces technologies-là en entreprise, et voilà, comment ils ont fait face depuis 2022 à l'arrivée de ces outils dans la trousse à outils de leurs différents collaborateurs. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Alors bon, moi déjà, je voulais juste faire un étonnement. Je suis quand même très étonnée que vous dites que vous apprenez mieux, parce qu'on a l'impression que c'est le sujet, en fait, que vous apprenez plus rien avec l'IA générative. Justement, vous retenez rien, vous faites toujours appel à l'IA générative, donc c'est un peu un étonnement. Et parce que nous, en fait, c'est le risque justement qu'on voit en entreprise, c'est la compétence de nos collaborateurs, comment on va réussir à la maintenir, enfin redéfinir c'est quoi la compétence de quelqu'un qui a l'IA générative, par exemple, et comment faire évoluer, voilà, comment construire les parcours. Pour ça, c'est une question qu'on a en entreprise. Bon, sur le gain de productivité, c'est un objectif, mais je ne saurais pas trop dire si c'est ce qu'on constate. Moi, ce que je peux dire dans les usages en entreprise, c'est qu'on a deux sujets, je trouve. On a les projets, les usages en mode projet. On va construire, par exemple, un chatbot de relation client. Donc là, c'est un truc collectif qu'on gère un peu comme d'habitude en mode projet. Et puis, il y a les usages individuels des salariés. Donc, nos salariés, ils sont comme vous. En fait, ils ont tous découvert ChatGPT, ils se sont tous jetés dessus, et il y a énormément de créativité pour développer les usages, pour finalement se simplifier la vie au quotidien. Nous aussi, on veut gagner du temps, on veut partir plus tôt du travail. Enfin, voilà, on veut faire plus vite ce qu'on a à faire et mieux. Voilà. Donc, on a un peu la même chose. Et par contre, en entreprise, on doit quand même, on doit développer des produits pour des clients, on doit avoir de la qualité, donc on peut pas, enfin, on est obligé d'un peu fiabiliser ce qu'on fait, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a je pense qu'on en parlera après plutôt de tout ce qu'on met en place pour fiabiliser l'usage. Par exemple, on met en place des templates de prompt. On a aussi regardé les usages qui reviennent le plus souvent, et on essaie d'organiser un peu, de fléchir les usages. Encore une fois, pour fiabiliser ce qui est fait. Oui, je confirme les résultats qui ont été exposés, et notamment le fait que visiblement, vous l'utilisez plus à la fac qu'en entreprise. Et c'est vrai que ce qui peut paraître un peu paradoxal, c'est que, en tout cas chez nous, dans les équipes, c'est un vieux comme moi qui est obligé de pousser un peu nos jeunes collaborateurs à l'utiliser, comme s'il y avait, sous prétexte qu'on était dans un milieu professionnel, peut-être une crainte ou une appréhension à l'utiliser en disant est-ce que ça nuit à ma crédibilité, ou est-ce que... Donc il y a ce petit volet-là. Donc il y a un aspect culturel assez fort qu'il faut qu'on travaille pour faire adopter ça. On a pris ce sujet-là comme étant un outil. Et donc, oui, maintenant, c'est un outil qui est à disposition, il faut savoir s'en servir, il faut apprendre à s'en servir. Donc, on est là beaucoup dans cette phase-là, de se dire, voilà, il faut l'appréhender, et puis dans chacun de nos métiers, puisqu'on a des métiers très, très différents chez Grant Thornton, de voir dans chacun de nos métiers quels sont les cas d'usage qu'il peut y avoir, et puis former et habituer nos collaborateurs à utiliser ça dans ce cadre-là.
Et bonjour à tous. Donc, Mathieu Vanier de CGI Business Consulting. Donc, on accompagne les entreprises sur des sujets de transformation et de stratégie IA. Donc, on a un petit panorama. Et moi, je suis très content que vous ayez conduit cette étude parce qu'en 2023, j'ai conduit une étude très similaire. N'ayant pas la chance d'être étudiant Dauphine, je l'ai fait sur les entreprises du CAC 40. Donc, ce qui donne pas mal de benchmarks sur la maturité des entreprises par rapport pour se donner des perspectives par rapport aux résultats que vous présentez là. Et effectivement, 2022 puis 2023 ont un peu été l'année de déverrouillage des usages. On remarque qu'avant, les data people dans les entreprises, ils devaient un peu forcer la porte pour aller parler au CODIR, pour aller parler au COMEX, pour débloquer des moyens. Parce que l'IA était rentrée dans les entreprises par la porte des experts. Il fallait être expert pour parler IA, pour s'y intéresser, pour manipuler. Et puis l'IA générative est rentrée dans les entreprises par la porte du grand public. Et du coup, là, ça a déverrouillé des usages et ça a créé un afflux de cas d'usage possibles pour les pôles data, pour les data scientists, qui se sont retrouvés avec un afflux immense. Avant, on ne savait pas trop ce qu'on pouvait en faire. Maintenant, on a l'impression qu'on peut tout faire avec. Donc, effectivement, ça a un petit peu unlocké cet aspect-là. Donc, le vrai défi aujourd'hui, c'est plutôt de choisir les bons cas d'usage. Donc, quoi est-ce que j'investis et puis comment je suis sûr que ça va me rapporter avec un ROI positif. On le voit, effectivement, il y a des entreprises qui se positionnent plutôt sur des usages entre guillemets bureautiques, donc c'est intégré déjà dans la digital workplace, et c'est plutôt des sujets de productivité, par exemple. Mais il y en a aussi aujourd'hui qui vont chercher plutôt des gains sur ce qu'on appelle la top line, donc plutôt pour générer des nouveaux revenus, proposer des nouveaux services à leurs clients, aller chercher de la croissance, des nouvelles parts de marché. Donc, ce n'est pas seulement des sujets de productivité et de réduction de coûts, c'est aussi des sujets de créativité et puis d'innovation à travers des nouveaux services. Donc, il y a effectivement cet afflux d'usage. Et aujourd'hui, le vrai défi, c'est de démêler un petit peu le vrai du faux, le possible du pas possible, le rentable du pas rentable, et puis faire des choix, effectivement, qu'est-ce que je développe, qu'est-ce qui est intégré dans mes solutions, qu'est-ce que j'achète. Donc c'est assez représentatif. Je challenge par contre le petit 1 sur 4 qui l'utilise en entreprise, parce que je pense qu'il y a un petit facteur de confusion. Alors, désolé, étant passionné de données, je suis obligé de mettre le doigt dessus. Je pense que les étudiants passent moins de temps en entreprise qu'à l'université, donc forcément il y a une petite influence du temps passé à droite et à gauche qui fait que vous êtes naturellement avec un usage plus intense de l'autre côté que de l'autre. Ce sera le gimmick. Philippe, oui. Moi je retrouve globalement des tendances que j'ai eu l'occasion de constater aussi au sein d'Orange, puisque on fait nos propres questionnaires, nos propres campagnes en interne pour voir où nous en sommes. Il y a une différence qui est quand même significative dans cette affaire-là. Bon, j'ai vu toute la gamme d'outils qui était centrée autour de ChatGPT, mais enfin bon, derrière on a une queue de comète. Il y a une différence, c'est que dans l'entreprise, en tout cas c'est le cas chez Orange, c'est le cas de beaucoup d'autres entreprises, nous nous sommes dotés d'un outil maison. Pourquoi est-ce qu'on s'est doté d'un outil maison? Parce que, et on l'a fait déjà en 2023, pour une raison simple, c'est qu'on était forcément confronté à une problématique qui est comment est-ce qu'on arrive à préserver l'exposition des données de l'entreprise à l'extérieur de l'entreprise, ce qui était à un moment donné extrêmement problématique, puisque vous partagiez n'importe quelle information avec un chat GPT, etc. Vous ne saviez pas derrière si ça allait être compilé, réappris et réintégré dans les versions ultérieures de l'outil. Donc finalement, en mi-2023, une entreprise normalement constituée se dit le problème que je dois adresser aujourd'hui de manière urgente, c'est comment j'évite d'exposer les données de l'entreprise à l'extérieur. Bon, simple. Et on déploie un nouvel outil. C'est quoi la problématique dans l'environnement académique qui est le vôtre? Vous avez une problématique qui est le fait d'apprendre. Et donc, dans ce cas-là, moi, je m'étonne, au fond, de ne pas avoir vu encore arriver un chat GPT académique pour l'apprentissage qui aura le bon sens de ne pas nous servir la soupe de A à Z et qui fera en sorte que tous les étudiants qui utiliseront cet outil seront à égalité. Ils auront compris à peu près tous les grands principes de comment on s'en sert de manière efficace, mais cet outil leur donnera aussi le petit surcroît d'énergie, d'effort à mettre dedans pour être sûr qu'on a bien compris, être sûr qu'il y a un petit plus à rajouter.
regardez les compétitions de régate. Hein, c'est toujours étonnant de voir des gens régater avec des tout petits voiliers de rien du tout et dans lesquels personne n'irait dedans, mais c'est simplement pour la beauté de ce sport et puis pour l'apprentissage, parce que les jeunes apprennent sur ce type de petits voiliers. Donc, je pense qu'il y a là une place aussi, et qui est un écart évident entre ce qui se passe dans l'entreprise et ce qui pourrait éventuellement se développer dans le monde de Dauphine et puis des universités plus largement. J'en profite aussi pour intervenir. Donc, je représente Murex, qui est un éditeur de logiciels de solutions de trading, de gestion des risques et de traitement des transactions financières. On est un peu plus de 3000 à travers le monde. Un bon millier à Paris, à peu près 12 minutes à pied. Hein. Je suis venu à pied aujourd'hui. Bon, moi, mes attentes sur les étudiants vis-à-vis de la Gen AI, ils sont assez simples. Hein. Moi, mon souhait, c'est que vous l'utilisiez une fois que vous serez en entreprise pour améliorer votre productivité perso, pour améliorer un moment ou un autre celle de votre équipe. Hein. Mais la productivité, c'est un élément, mais qui est en fait un élément assez mineur. Moi, mon attente principale, c'est qu'à un moment ou à un autre, vous ayez la maturité pour intégrer des fonctionnalités d'IA dans les logiciels qu'on va ensuite à nos clients. C'est ça le plus grand enjeu pour nous. Hein. Ce n'est pas les quelques pourcentages de productivité qu'on gagnera qui sont sympas en fait, hein, mais qui ne changeront pas la face du monde. C'est vraiment qu'on ait des personnes qui développent un logiciel qui soit prêt pour les 10, 15, 20 prochaines années. Et on sait que la Gen AI, c'est une vague de fond en fait, hein, qui va nous impacter sur les prochaines décennies. Et on veut avoir des personnes qui sachent les usages de la Gen AI pour pouvoir l'intégrer dans nos logiciels. C'est ça nos attentes vis-à-vis des étudiants aujourd'hui. Ça nous fait une très belle transition pour regarder la suite de l'étude, qui est un petit peu comment nos étudiants aujourd'hui se forment à ces nouveaux outils. Puis on demandera ensuite aux entreprises comment elles font monter leurs collaborateurs en compétences sur le sujet. Donc oui, nous allons passer à présent à la partie, le deuxième volet en fait, qui va porter sur la maîtrise des IA et leur apprentissage par les étudiants à Dauphine. Donc les résultats recueillis par notre question « Comment vous situez-vous dans la maîtrise des IA génératives ?» révèlent un panorama plutôt nuancé et assez riche en enseignement, puisqu'ils mettent en lumière une part importante des étudiants capables d'utiliser les IA génératives et d'avoir une certaine prise de recul sur les réponses recueillies, donc avec en effet 70% des étudiants dans ce cas. Toutefois, notre questionnaire a mis en lumière des étudiants qui identifient une grosse marge de progression et d'amélioration sur leur utilisation, avec certains chiffres qui appuient fortement cette idée, comme 79% des étudiants qui reconnaissent avoir encore beaucoup à apprendre sur les usages, 50% qui estiment ne maîtriser en fait que partiellement le prompt, qui est un élément pourtant clé pour optimiser leur performance sur cet outil. Et enfin, 48% qui admettent ne pas bien comprendre comment fonctionnent les IA génératives, ce qui limite en fait leur capacité à exploiter pleinement ces outils. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'en fin de compte, aujourd'hui, les étudiants se forment essentiellement de façon autodidacte. C'est-à-dire que, si je prends par exemple mon exemple personnel, c'est qu'aujourd'hui, je me suis formé essentiellement aux IA par YouTube. C'est-à-dire que j'ai cherché des youtubeurs qui proposent des formations, du contenu, qu'après j'ai recopié et sur lequel je me suis entraîné. Et finalement, le sondage met bien ça en lumière, avec d'une part, effectivement, ce visionnage des vidéos YouTube, mais aussi les réseaux sociaux et le bouche à oreille. Excusez-moi. Mais du coup, voilà, donc en fin de compte, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a vraiment un manque de formation vraiment scriptée, bien encadrée, et qu'aujourd'hui, finalement, on fait un petit peu comme on peut. Mais également, un autre chiffre qui met bien en lumière, finalement, cette attente, ce sont ces 86% d'étudiants qui ont des attentes envers l'université. Alors effectivement, on va du coup retrouver au niveau des usages, des prompts, un petit peu comme du coup les interventions qu'on a pu avoir, mais également à se sensibiliser aux risques et aux enjeux pour également se pouvoir présenter des outils et donner un accès.
On retrouve les mêmes attentes du côté des entreprises et il apparaît clairement qu'un étudiant sur 2 souhaite être accompagné dans l'apprentissage des IA génératives en entreprise, avec une forte demande d'accès aux outils, mais aussi de formation à leur utilisation. Donc cela reflète une attente d'être mieux armé justement pour naviguer dans un monde où ces technologies prennent beaucoup de place. Ce qui ressort également, c'est un besoin d'encadrement des usages, à la fois à l'université et en entreprise. Donc à l'université, on voit qu'il y a 46% des étudiants qui estiment que les règles posées par l'université ne sont pas assez claires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce manque d'encadrement, il génère une incertitude qui pousse 51% des étudiants à craindre en fait que leur utilisation soit perçue comme de la triche. Et puis en entreprise, le même résultat, assez fort également, 84% des étudiants qui trouvent légitime que des règles soient fixées pour encadrer leurs pratiques. Merci pour cet état des lieux. C'est une réflexion qui me venait en lisant les résultats de l'enquête. Finalement, on n'a jamais formé nos étudiants en tant que tels à utiliser Google. Et ils se sont formés à la fois par la pratique, un peu par YouTube, et un peu dans certains modules de formation, on a fait ce travail-là. Or, c'était une compétence vraiment essentielle voilà, pour lequel souvent les étudiants sont passés par l'auto-formation. Une autre chose qui me faisait réagir, c'est que le manque de clarté dont vous parlez, il y a une autre question, je ne sais pas si on y reviendra, où on voit que beaucoup des étudiants, je crois que c'était largement plus de la moitié, indiquaient que de temps en temps dans leur usage de ChatGPT, ils avaient peur que ce qu'ils fassent soit de la triche. Ça révèle qu'il y a une zone grise assez grande en fait par rapport à l'usage de ces technologies-là. Et c'est un vrai défi pour nous parce qu'il y a à la fois la volonté de l'université de définir des grandes règles, mais en fait, ça interrogera chaque enseignant dans ce qu'il attend dans ses évaluations et dans la façon dont ChatGPT ou d'autres IA génératives pourraient venir un petit peu perturber, parasiter le fonctionnement autonome de l'étudiant, et puis de savoir du coup ce qui est acceptable ou pas pour utiliser un petit peu, pas du tout, moyennement, énormément les IA génératives. Donc il y a un vrai défi d'appropriation tout près du terrain et pas seulement dans des guidelines très générales, mais qui pourraient quand même être une bonne aide. La question qui se pose évidemment pour les entreprises, c'est vous, comment vous accompagnez la montée en compétences de vos collaborateurs? Comment on développe en fait des compétences en matière d'IA générative dans les différents métiers qui sont les vôtres? Et je vais peut-être commencer, voilà, je veux que tu prends la parole, Jamal. Merci, je prends la parole à la place de mon collègue et ami à gauche qui me faisait des coups de coude comme ça en me disant on a quand même fait une formation au prompt pour l'ensemble de la communauté dauphinoise. Mais je pense que soit l'enquête a été faite avant, soit l'information n'est jamais arrivée aux étudiants, ce qui est encore plus inquiétant. Je vous confirme, j'ai jamais entendu parler. Voilà, donc on a un petit problème de communication interne, c'est qu'on a lancé une formation prompt pour l'ensemble des usagers. Je crois bien que tout ça est mis en vidéo, en capsule, me semble-t-il, et que vous pouvez consulter. Et on a fait ça justement à destination, parce qu'on est conscient à la fois que faut former les étudiants. Bon, je vous rassure, on fait des formations dans nos cursus qui sont plus ou moins spécialisés en IA. Donc, je regarde qu'il y a nos étudiants de la double licence IA et sciences des organisations qui sont là-bas. Moi, j'ai changé mon cours cette année pour commencer par ouvrir le capot de ChatGPT. Mais bon, on est bien d'accord que ce n'est pas suffisant et qu'il faudrait toucher l'ensemble des étudiants. C'était un peu le but de cette formation. On a raté la cible, il faut bien le dire. On a les vidéos, Mais on a les vidéos. Et on compte sur vous pour les... Oui. Voilà, donc c'était juste cette petite intervention et je vous laisse poursuivre les débats. Côté entreprise, ce qu'on voit effectivement, c'est que c'est un petit peu un éternel recommencement. On a vu les Data Academy apparaître 2010-2015. On se rend compte que finalement Excel, c'est pas que pour les comptables, mais que c'est pour beaucoup plus de monde que ça dans les entreprises. Donc il faut que tout le monde sache utiliser Excel. Ensuite, l'IA est arrivée, mais plutôt entre les mains des experts. Donc on a vu des AI Academies se développer, centrées sur les rôles de data scientist, de machine learning engineer.
principalement pour faire de l'upskilling, et puis passer de 2015 à 2020, je transforme mes data analysts avec de l'upskilling, et puis j'ai des nouveaux profils qui arrivent avec les data scientists et les machine learning engineers. Et sauf que là, le défi est totalement différent, c'est-à-dire qu'il faut former au prompt, et le prompt, c'est pas que des data people ou des AI people, c'est tout le monde. Donc c'est un petit peu the prompt is the new Excel. C'est pas que pour des spécialistes, et du coup, c'est un nouveau challenge d'acculturation, de formation. Donc on voit se développer ces prompt académies, hein, je crois notamment chez Orange, où il y a ce genre de programme. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ces prompt académies, c'est pas seulement je vous forme et ensuite c'est bon, vous êtes formé, maintenant vous êtes un employé augmenté, vous pouvez travailler. C'est que c'est un programme de change sur la durée. C'est d'abord de l'acculturation, de la formation, et puis ensuite de la mise à disposition d'accélérateurs, des prompts sur étagère, des prompting clubs, par exemple, qu'on voit apparaître, des communautés qui se challengent entre eux. Mon prompt a des meilleures performances que le tien. Ah oui, effectivement, ben, sélectionnons celui-ci et élargissons-le pour tous les collaborateurs. Voilà un petit peu le type de démarche et de challenge qu'on voit apparaître aussi. Oui, moi, je vais bien réagir aussi. Déjà, je voulais juste vous faire un petit retour. J'ai bien aimé que vous utilisiez le mot maîtrise de l'IA générative, parce que déjà, pour information, il y a une obligation légale qui arrive en février 2025 pour les entreprises, enfin pour les organisations, dans le cadre du règlement pour sur l'intelligence artificielle en Europe. C'est l'article 3 ou 4, je ne sais plus, sur AI literacy, maîtrise de l'IA. Alors, ce n'est pas encore très bien défini dans les textes, mais du coup, voilà, les entreprises, notamment, doivent mettre en place des programmes de formation. Alors, ce n'est pas que de la formation, c'est plus large que ça, c'est la maîtrise, justement, pour que les salariés soient en capacité, soit ceux qui développent ou qui utilisent, soit qui sont affectés, aient une compréhension globale de l'IA pour soit être en confiance, et puis voilà, pour bien l'utiliser. Donc voilà, c'était juste un petit truc. Et donc, nous, chez Orange, on a mis en place une formation qui est obligatoire sur l'IA générative pour tous les salariés. Alors c'est d'abord pour expliquer des grands principes de comment ça marche, mais surtout aussi pour prévenir des risques. Enfin, c'est à la fois permettre d'utiliser, mais aussi ce sujet des risques, de prévenir qu'il y a des hallucinations, ça ne marche pas à 100%, donc il faut aussi être très vigilant. Donc voilà. Après, bien sûr, on a développé plein de contenus, et on en a même trop sur la formation. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est pas qu'une histoire de formation, c'est aussi une histoire de communauté. Ça a été un peu évoqué, mais c'est ça qui émerge. Au début, c'était des contenus généralistes pour tout le monde, sur c'est quoi le prompt engineering, et maintenant, vraiment, ce qui se développe, c'est des usages par métier, beaucoup plus spécialisés, où on va pouvoir faire des formations plus personnalisées et plus adaptées, quoi. Où on aura en même temps ce qu'il faut faire, comment bien le faire, et aussi les guidelines, ce qu'il ne faut pas faire, voilà, pour éviter les risques. Comme c'est un outil, il faut se familiariser avec, il faut l'apprivoiser et savoir s'en servir. Et donc ce qu'on a fait, nous, de notre côté, c'est qu'on a défini les do's et les don'ts, donc à travers une charte utilisateur de l'IA adoptée par l'ensemble des collaborateurs, qui permet de nous définir un cadre d'utilisation. Et après, dans ce cadre-là, il y a effectivement toute une bibliothèque de modules de formation qui sont mis à disposition des collaborateurs et qui peuvent choisir entre je suis à un stade découverte, il y a un certain nombre de modules découvertes et ainsi de suite plus avancés. Et puis là, on est au stade où, en fonction des cas d'usage qui ont été définis dans nos différents métiers, de commencer à mettre en place une bibliothèque de prompt, par exemple, pour faciliter l'appropriation, mettre le pied à l'étrier. Après, ce genre de choses, forcément, ça va évoluer dans le temps, et le prompt d'aujourd'hui ne sera pas le prompt de demain, mais au moins, ça permet de faciliter, de définir un cadre, des règles, et de faciliter l'accès à l'utilisation pour l'ensemble des collaborateurs. Merci, on peut peut-être passer à la section suivante. Ah non, Bruno Bouchard, notre vice-président. Comme il m'a coupé la parole tout à l'heure, j'essaie de trouver un nouveau sujet. Notre vice-président recherche. Non, parce que sur le slide précédent, il était mentionné l'interdiction de l'IA, et je crois que, et d'ailleurs c'est une demande des entreprises, que nos étudiants sachent effectivement utiliser des IA. Et le problème se pose à deux niveaux. C'est plutôt comment on fait l'évaluation dans un monde où il y a des IA génératives, et ça je pense qu'on en est tous conscients. Et si je reviens sur un slide encore précédent, de mémoire, il y avait une assez faible proportion qui utilisait ChatGPT payant. Et donc, l'autre vraie question, c'est comment est-ce qu'on restaure l'équité
dans les outils qui sont utilisés par les étudiants, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des étudiants qui soient largement favorisés par le fait qu'ils soient capables de payer des abonnements à des outils beaucoup plus sophistiqués que d'autres. Et ça, c'est une vraie question qu'on doit se poser très rapidement. Et qu'on se pose, en fait, déjà. D'ailleurs, juste pour rebondir, nous avons posé la question, j'attends de l'entreprise qu'elle me donne accès à des IA génératives, et ils ont été 64% à être d'accord sur le fait qu'ils attendraient un accès, ce qui du coup peut répondre à ces enjeux d'équité. Eh bien, je continue. Et donc, au-delà des utilisations, des fréquences d'utilisation au sein de l'université, nous avons déjà commencé à aborder le sujet tranquillement, mais comme il faut, au sein des entreprises. Nous sommes interrogés sur les enjeux pour le management, pardon, mais aussi, et nous nous sommes rendus compte qu'en fait, il y avait des enjeux aussi qui allaient au-delà du management. Pour commencer, vous avez sûrement dû vous en rendre compte puisque vous êtes intéressés pour la plupart au sujet en entreprise, mais les usages les plus populaires restent globalement sur une aide ou en tout cas un support, alors peut-être sauf pour la traduction de texte qui peut être un peu plus que de l'aide. Néanmoins, ça reste quand même sur l'idée de créer des templates, comme vous en aviez déjà parlé, synthétiser, résumer des textes, quand même 74%, donc c'est quand même énorme. Sur l'aspect de l'innovation et de simuler des scénarios. Alors moi, à titre personnel, c'est quelque chose que je ne fais pas quand je prompte sur les IA génératives, mais par chance, nous avons dans l'équipe quelqu'un qui l'a fait, et Séraphin va peut-être pouvoir vous dire comment il l'utilise. Oui, effectivement. Moi, du coup, dans le cadre de mon alternance, j'utilise beaucoup cette aide au scénario. Parce qu'en fait, du coup, je fais de la conduite du changement. J'aide, du coup, les entreprises, ou en tout cas des services, ou notamment, du coup, une de mes collègues, par chance, et au bout, et pourra justement témoigner, parce que j'ai travaillé avec elle sur ce genre de pratique. Et en fait, l'idée, c'est des fois de pouvoir simuler un possible changement qu'on va pouvoir mettre en place, afin de pouvoir, des fois, anticiper des possibles dérives, ou en tout cas, des scénarios qu'on pourrait, en tout cas, anticiper. Si je prends un exemple concret, l'idée, par exemple, si je prends le cas d'une réorganisation, savoir si, par exemple, j'enlève tel ou tel outil, qu'est-ce que je pourrais anticiper comme conséquence? Est-ce que, du coup, ça va impacter d'autres services? En fin de compte, pouvoir des fois anticiper des conséquences transverses que je ne vais pas pouvoir visualiser d'un premier abord, mais qui vont pouvoir, en tout cas, m'être utiles par derrière. Si elles sont avérées, tant mieux. Si elles ne sont pas avérées, au moins, ça aurait été juste un point de tension que je peux possiblement éviter. Et à contrario, nous nous sommes rendus compte que par les résultats, il y avait quand même une très grande sous-utilisation des IA génératives autour de la création de visuels, qu'elles soient pour créer des visuels autour de données, c'est-à-dire générer des datas et sortir des graphiques ou ce genre de choses. Peut-être que là, c'est Excel qui est encore utilisé. Mais en tout cas, d'une approche très créative, c'est quand même très minime parce que seuls 9% des étudiants l'utilisent. Alors il y a plusieurs hypothèses. Ça peut être aussi parce que dans nos répondants, il y a quand même une très grande majorité d'étudiants en filière de management. Enfin voilà, c'est peut-être pas très représentatif aussi des personnes interrogées. L'autre hypothèse pourrait être aussi que ce sont des IA peut-être un peu plus jeunes, donc elles ne se sont pas encore totalement développées, ce qui est aussi un peu le pendant d'une autre hypothèse qui serait autour de la formation, de l'aisance autour de ces outils, parce que qui peut s'avérer peut-être un peu complexe en termes de prompt. Et d'ailleurs, je me suis amusée, ça slide après. J'ai demandé à Dani, au prompt, créer le logo des Dauphine Digital Days avec la charte graphique de Dauphine. Donc c'est vrai que j'ai été un petit peu... je lui ai pas trop donné d'indications, mais au fur et à mesure, je lui ai quand même apporté des corrections, enlève ça, rajoute ça, non ça va pas. Et bon, finalement, c'était ça. Je ne sais pas si vous le valideriez. Bon, de toute façon, c'est faire. Donc voilà, comme quoi, il y a quand même encore des choses à améliorer. Et ce qu'il faut en tirer, c'est que quand même, il peut y avoir une approche critique des résultats et des réponses qui nous sont faites.
Et donc, ce qui nous amène à la prise de conscience, en fait, la réflexivité que nous avons sur l'utilisation des IA génératives, qui soient tant dans des enjeux environnementaux, mais aussi de la protection de données. Vous en avez parlé, par exemple, de est-ce que je vais donner toutes les infos potentiellement confidentielles d'une entreprise dans une IA générative qui, finalement, se nourrit de cette manière, c'est-à-dire c'est en ramassant plein d'informations qu'elle va s'améliorer. Et surtout, les enjeux qui ressortent le plus sont les enjeux professionnels, les enjeux autour de la compétence. Il y a notamment 2 grands résultats. 63% qui considèrent qu'il y aura une véritable transformation de leur quotidien professionnel. Alors, ils estiment tout de même que leur formation actuelle ne deviendra pas obsolète avec l'arrivée des IA, mais ils peuvent considérer quand même largement que c'est une compétence essentielle pour réussir dans leur futur métier et très certainement aussi en fonction de leur domaine dans leur métier actuel. Ce que je peux partager pleinement. Merci. Alors, quelques mots de réaction. Alors, déjà, très heureux de savoir que nos formations ne sont pas tout de suite considérées comme obsolètes. C'est vrai qu'on y travaille quand même assez durement. C'est bien qu'il y ait cette réflexivité de la part de nos étudiants. Je trouve assez fascinant l'idée des scénarios, parce qu'il y a un côté assez amusant, enfin, l'adjectif est peut-être pas le bon, dans le fait d'utiliser une technologie dont vous ne savez pas du tout comment elle fonctionne. Vous aurez du mal à appréhender les résultats, mais vous vous dites que comme c'est très puissant, probablement elle doit savoir faire. Et des fois, de manière surprenante, oui, elle sait faire. Et puis des fois, sur des choses un peu plus basiques comme un logo, elle est incapable de faire quelque chose de bien. Et vous allez même y passer 10, 15, 20 minutes à la corriger et elle fait des nouvelles erreurs, etc. Donc, bon, l'IA Act peut être une bonne manière, ou l'AI Act plutôt une bonne manière de prendre de la distance en se disant si on maîtrise pas du tout et si en gros le facteur humain est incapable de contrôler ce qu'on fait, il faudrait peut-être se poser des questions si on devrait vraiment utiliser ces outils-là dans ces besoins-là. Mais bon, ça montre qu'on est, on est encore en train de maturer et ça peut être le rôle justement aussi des entreprises d'expliquer aux jeunes diplômés, aux jeunes recrutés, de pas trop jouer peut-être aux apprentis sorciers, même s'ils se nichent peut-être là-dedans, plein d'innovations possibles. Et puis il y a l'autre chose sur laquelle qui me fait réagir, c'est un peu ce dilemme qui est assez ancien en fait. Sur à la fois, on a conscience que écologiquement c'est pas super. Au niveau des données, on a conscience qu'ils nous piquent nos données, mais n'empêche que on continue d'utiliser tous les jours parce que, je pense, simplement notre rapport coût-bénéfice là, il est juste trop favorable aux bénéfices, quoi. Donc on sait pas faire autrement. Et du coup, on utilise même s'il faut pas. Et ça, je pense que là, il y a une responsabilité aussi des entreprises à cadrer leurs salariés, et nous, à Dauphine, à cadrer nos étudiants, pour leur faire comprendre que c'est pas neutre du tout ces enjeux-là, et que ça peut alourdir un certain nombre de factures de manière assez conséquente. Je voudrais bien vous entendre là-dessus. Je peux parler de l'environnement parce que donc effectivement c'est une prise de conscience très vite. On a vu que ça consomme énormément en fait l'IA générative. Il y a l'entraînement et l'inférence. Du coup, on a commencé à réfléchir à déjà comment mesurer l'impact carbone d'un système d'IA. Par exemple, il y a une spécification AFNOR. On a contribué. C'est tout un collectif français qui a créé cette spécification pour mettre des définitions sur l'IA frugale et puis donner des bonnes pratiques justement pour l'opérer. Donc ça, c'est un sujet, comprendre comment ça consomme. Et puis après, sur les usages, en fait, finalement, on est en train de redéfinir ce que c'est l'IA responsable. C'est aussi choisir l'IA à bon escient, enfin, le bon usage pour la bonne IA. Et donc, par exemple, quand je vois traduire, qui est un des cas d'usage top, traduction, il y a déjà plein d'outils qui existent qui sont beaucoup moins consommateurs. Donc, en fait, nous, on fait cette étude un peu au cas par cas aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore beaucoup de maturité. Mais on essaie de comparer des modèles d'IA classiques avec des modèles d'IA génératifs. On a vu que c'est 10 000 ou 100 000 fois plus. Enfin, c'est énorme les différences d'échelle de consommation. Du coup, on essaie de flécher les usages qu'on peut éviter l'IA générative. On sait que c'est compliqué parce que c'est tellement facile d'usage l'IA générative que prendre le temps de re-annoter ces données pour faire de l'IA classique supervisée, c'est un peu... on n'y est pas encore sur les pratiques. On est plutôt en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il vaudrait mieux faire avant de pouvoir après le déployer.
Ouais, je me permets de réagir sur le 9% d'utilisation à des fins de création, je crois, qui était affiché tout à l'heure, parce que ça rejoint l'un des enseignements dont on parlait tout à l'heure. On disait qu'aujourd'hui, c'était des usages de plus en plus spécifiques relativement au métier dans lequel c'est utilisé. Bah, peut-être que si on était, par exemple, dans une école de mode ou une école de design graphique, forcément, ce chiffre-là serait bien plus grand. Donc, ça confirme un petit peu la tendance qui a été évoquée tout à l'heure, que ça a commencé par des usages très génériques pour tout le monde, et puis maintenant que ça devient un petit peu plus mature, on rentre dans des usages vraiment très, très ciblés selon les métiers. Et effectivement, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant. On parle d'IA générative depuis tout à l'heure comme une grande boîte. En fait, l'IA générative, c'est plusieurs capacités. Et toutes ces capacités, aujourd'hui, ne sont pas aussi matures les unes que les autres. On le voit bien, hein, la capacité de recherche, le RAG, c'est très mature. Beaucoup s'en sont emparés. Et aujourd'hui, c'est plutôt maîtrisé. Et puis, il y a d'autres capacités qui sont beaucoup moins matures, comme par exemple certains raisonnements logiques. J'adore démarrer les formations à l'IA générative ou au prompting en posant la question quel est le poids d'un œuf de mouton ? Et puis il répond de manière extrêmement sérieuse et justifiée que ça pèse 76,9 kg. Ou alors lui demander, Alice a 2 frères et une grande sœur, sachant que Jennifer n'est pas la plus grande, mais que... Et puis là, on se rend compte qu'en fait, les liens de parentalité, la logique n'est pas là. Donc voilà, il y a aussi cette question de... C'est pas l'IA générative, c'est différentes capacités. Toutes ces capacités ne sont pas aussi matures les unes que les autres. Et du coup, il y a des usages qui se développent très vite, et puis d'autres qui sont ralentis par cette maturité, où il faut le temps de se l'approprier. Donc du spécifique, du standard, et puis du mature, du pas mature. Je pense que c'est l'ensemble de ces facteurs qui font que certains usages se développent plus vite que les autres. Je vais réagir aussi sur la partie confidentialité des données en entreprise. En fait, on a des moyens de se prémunir contre ces problématiques-là. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est un problème qu'on arrive à régler. Sur l'enjeu environnemental, aujourd'hui, on n'a quand même pas de réponse finale là-dessus. C'est-à-dire qu'on est pris en 2 injonctions contradictoires. D'un côté, on veut que les gens utilisent la Gen AI. On sait que c'est une vague technologique qui est là. Il faut en faire partie. C'est aussi des outils qu'on achète souvent de façon forfaitaire. Donc, qu'on les utilise ou qu'on ne les utilise pas, ils coûtent le même prix. Et donc, on a forcément envie d'utiliser les gens à l'utiliser le plus possible. On mesure d'ailleurs l'adoption, on veut que les gens l'utilisent. Mais d'un autre côté, plus ils l'utilisent, plus il y a d'impact carbone. Et donc ça, aujourd'hui, on n'a pas la réponse, mais on est bien pris entre 2 injonctions contradictoires là-dessus. C'est pas simple. Il y a le terme de management qui était affiché là, tout à l'heure. Et c'est vrai qu'en termes de management, de suivi des collaborateurs, on aime bien, on souhaite que les collaborateurs soient totalement transparents sur le fait que dans le travail qu'ils remettent, qu'ils nous soumettent, ça a été utilisé ou pas utilisé. Alors non pas pour dire oui, celui-là il a triché parce qu'il l'a utilisé, c'est pas ça, mais pour aussi être en capacité à mesurer, nous, comment on prend la responsabilité de ce qui a été produit, de s'assurer que l'outil qui est GenAI a été utilisé de façon pertinente, qu'on n'a pas pris pour argent comptant ce qui était sorti, qu'il y a eu un travail de réflexion autour de ça. Et donc ça, c'est un élément managérial aussi important pour nous d'avoir la traçabilité et d'avoir la transparence. Je l'ai utilisé, je ne l'ai pas utilisé. Il faut l'utiliser, donc c'est bien qu'il l'utilise, mais qu'on ait l'assurance que ce soit utilisé de façon pertinente. C'est une des diapositives qui a été coupée au montage, mais les étudiants disaient qu'ils avaient beaucoup plus de facilité à partager leur usage de l'IA générative au sein de leur groupe d'étudiants. Je sais plus, ils étaient 70%. Et avec l'enseignant, là, on tombait plutôt à 30 à 40% qui étaient favorables à ce qu'on est nombreux à commencer à introduire, des espèces de petites boîtes noires qu'on leur demande, un petit texte à la fin qui dit « Ok, pour ce mémoire, pour ce rapport de stage, pour cette note, j'ai utilisé l'IA de telle et telle façon. » Pascal Guéné à l'IPJ l'avait fait l'an dernier avec des journalistes. C'était la consigne, c'était écrire un article avec de l'IA générative et dire comment on l'a fait et comment ça s'est passé. Mais voilà, les étudiants ne sont pas toujours aussi motivés par la transparence que ça. Et voilà, faut vraiment l'intégrer là dans un dispositif pédagogique pour que ça fonctionne. C'est pas les mêmes contraintes en entreprise où l'exigence de transparence, elle peut être plus impérative, j'allais dire. Oui, Philippe. Je voulais réagir sur le chiffre que l'on a sous les yeux là dans le slide, qui est 9% estiment que leur formation deviendra obsolète à l'ère de l'IA, ce qui veut dire que 91% estiment que leur formation ne sera pas spécialement obsolète. Bon.
Moi, je crois que je voudrais conforter les étudiants qui pensent ça, parce qu'il est très important d'avoir une base, une formation de base, dans le cadre d'un métier, qui donne une compréhension des choses, etc. Moi, ce n'est pas parce que vous avez une IA qui est capable de faire tout, de vous donner des recettes de cuisine, des cours de sport ou résoudre des problèmes mathématiques, que pour autant, une entreprise ira recruter quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui n'a jamais fait l'effort d'acquérir des compétences dans un métier dont on sait que l'acquisition de ces compétences a souvent été exigeante, avec des parcours qui sont parfois difficiles et très sélectifs. Une entreprise n'ira jamais recruter quelqu'un sans compétences, sans aucune base pour travailler dans un domaine dans lequel il y a une vraie responsabilité à porter. Parce que si on devait faire ça, on se passerait de la personne. Et on irait directement signer un contrat avec une IA ou un Android. Donc je pense que ça, c'est une évidence. Maintenant, est-ce que la formation de base, la formation initiale qui est dispensée aujourd'hui, est-ce qu'elle est prête pour les années futures et à accompagner les étudiants qui vont sortir de Dauphine pendant 10 ans ou 15 ans ou 20 ans? Ça, je pense que c'est difficile de le dire, parce que dans 6 mois, je ne sais pas très bien ce qui va se passer encore. Mais aujourd'hui, c'est en tout cas la position qui nous semble la plus raisonnable. Donc, bon, voilà. Les 9% qui pensent que leur formation deviendra obsolète, j'espère que ce ne sont pas vos étudiants ici. Voilà. Je me permets de rebondir. Je pense que ce n'est pas les étudiants qui pensent que leur formation sera obsolète. Ce n'est pas au niveau de est-ce qu'ils seront embauchés ou pas par rapport à d'autres étudiants qui n'ont pas fait de formation. La question, c'est est-ce que le travail qu'ils peuvent fournir pourrait être remplacé par une IA? C'est plutôt ça, et je pense que les étudiants ils peuvent avoir peur que, au final, leur formation, elle leur permet de faire un travail, mais qui peut être fait par une IA, et donc une entreprise préfère avoir une machine qui coûte moins cher qu'une personne embauchée. C'est pour ça, je pense, que dans les formations initiales aujourd'hui, bon, je disais, est-ce qu'une formation initiale va permettre de faire face à 10 ans ou 15 ans d'exercice professionnel? Pour ma part, j'en suis pas tout à fait sûr, parce que notre horizon de temps est relativement court. Mais ce qui me semble assez clair, c'est qu'on a d'ores et déjà des exemples où l'on voit que les besoins des entreprises dans un certain nombre de métiers se déforment à mesure que, alors, le contexte économique évolue aussi, mais à mesure que l'IA prend davantage de place aussi dans leur environnement. Je vais prendre un exemple pour illustrer que ceci n'est pas forcément un phénomène explicite ou déterministe, mais que c'est une résultante de quelque chose qui est aussi un réflexe que chacun d'entre nous, on intègre dans nos comportements. Si d'aventure, dans les entreprises, il y a toujours des services juridiques, parce qu'il y a contractualisation à faire avec des fournisseurs, des clients, il y a toujours des affaires juridiques, surtout dans les grands groupes, qui doivent être adressées par des gens dont c'est le domaine et dont c'est le domaine d'expertise. Aujourd'hui, si vous demandez, on va prendre ChatGPT, mais il y a d'autres outils, si vous demandez à ChatGPT un avis sur une question juridique, il est capable de vous en donner un. Qu'est-ce que l'on peut observer en pratique dans les comportements des gens? Et ça aussi, ça peut faire partie d'un encadrement que l'on devrait normalement faire émerger dans une entreprise, c'est que dans le réflexe des gens, on va se dire, bon, plutôt que d'aller déranger le juriste dont on sait qu'il est toujours extrêmement occupé parce que voilà, il enchaîne les réunions, etc., etc. Et moi, j'aurais besoin d'une réponse assez rapidement, de savoir si telle hypothèse est tenable, telle clause est viable, etc., etc. Que font les gens? Ils vont demander à une IA ce qu'elle pense de la clause en question ou de la disposition. L'IA n'a pas forcément toujours tort dans la réponse qu'elle va apporter, mais en revanche, elle est incapable d'en endosser la responsabilité.
Ce qui fait que si elle vous raconte des bobards, et si vous-même, vous n'avez pas les compétences d'un juriste, vous pouvez faire une erreur qui pourrait avoir des conséquences plus ou moins graves, mais qui potentiellement pourrait avoir des conséquences graves. Ce qui est important dans cette affaire-là, c'est de voir que ça n'est pas un process d'entreprise, ce n'est pas une volonté dans l'entreprise de moins solliciter les juristes, mais c'est un comportement individuel, intermétier, qui conduit à ce que certains métiers, finalement, seront confrontés à moins de sollicitations, moins de charges de travail, etc., etc. Donc, vous voyez, en fait, la déformation de l'activité dans une entreprise, elle n'est pas quelque chose qui est déterministe, planifié, etc., mais c'est aussi notre comportement quotidien qui amène cette déformation. Il faut être vigilant par rapport à ça, parce qu'il est évident que l'exemple que je vous ai donné auparavant, c'est un exemple à risque. On aurait pu parler aussi de la génération de code. Lorsque un salarié, parce qu'il est confronté à des données qu'il doit retraiter, etc., décide de générer du code, ou même de faire un petit logiciel pour partager une fonction avec des collègues, peut-être que ça part d'une très bonne intention, mais en même temps, tous les jours, les entreprises sont exposées à un risque cyber. Tous les jours, on a de nouvelles entreprises qui annoncent que 1 million de données de leurs clients ont été hackées, etc., etc. Tous les jours. Donc, on ne peut pas non plus faire en sorte que des bouts de code qui ne sont pas attestés de manière certaine, de manière sûre, puissent être potentiellement exposés à l'extérieur. Donc, en fait, le niveau de risque augmente, mais c'est notre comportement à nous, au quotidien, qui y contribue. Voilà. Donc, en fait, vous avez raison de dire qu'il y a cette autre partie de la question. Je pense qu'il est difficile d'affirmer aujourd'hui que son métier va rester le même pendant 10 ans ou 15 ans. C'est pour ça que dans le bagage, c'est important d'y mettre quelques ingrédients supplémentaires et qui vont nous rendre peut-être plus flexibles, plus vigilants, plus attentifs à des évolutions qui risquent de se passer. Merci, ça, je pense que ça ouvre bien la dernière partie de notre table ronde qui permettra aussi à la salle de s'exprimer, puisqu'on était sur quelque chose que j'avais appelé de manière un peu provocante, ChatGPT va-t-il nous rendre idiots? Mais nos étudiants bien élevés ont rendu ça un petit peu plus apaisé, et donc je les laisse présenter cette dernière partie. Oui, qui est dans la suite de la prise de conscience et la réflexivité, et qui finalement ne sera pas si loin de ce que vous disiez au début sur le résultat étonnant qu'ils pensaient apprendre mieux. Bien, finalement, ils sont un peu plus nuancés que ça. Parce que... Tu peux mettre la suite. Parce que quand même, il y a 61% craignent un appauvrissement de leur capacité de raisonnement. Donc, ce qui veut dire que quand même, ils se rendent bien compte que il faut... Ce serait un peu plus difficile parfois de prendre du recul sur la réponse qui est donnée par les IA génératives. Bon, le chiffre peut quand même interpeller. Enfin, en tout cas, c'est un 35% dont il faut quand même se soucier, se disant qu'ils pourraient pas, enfin, ils auraient du mal à s'en passer dans leurs travaux. Donc, bon, quand même, un étudiant et demi sur 10, sinon quand on est dans la salle, ça fait quand même déjà des étudiants dont il faudrait leur poser la question. Oui, ça montre bien à quel point c'est devenu important. Si en même temps on avait fait le sondage, combien d'entre vous seraient prêts à se passer de leur téléphone portable pendant une journée, on aurait un chiffre bien plus élevé, mais peut-être qu'il faut juste leur laisser un petit peu de temps. Voilà, moi, ma dernière question un peu de débat, qui a déjà été un peu entamée, c'était celle-ci. C'est quoi un professionnel à l'heure de l'IA générative? Évidemment, c'est pas quelqu'un qui sait juste prompter, mais quelles sont les compétences essentielles sur lesquelles nos étudiants devraient travailler, sur lesquelles nous, enseignants, on devrait travailler à continuer de développer nos étudiants, et quelles sont les attentes? On est au moment où les jeunes générations biberonnées à l'IA générative commencent tout juste à arriver dans vos organisations, en alternance, peut-être maintenant dans les premiers postes. Cette vague, elle va continuer. On va bientôt avoir ensuite des étudiants qui auront fait
toutes leurs études supérieures et une partie du lycée avec ces IA génératives. Et voilà, ça pose cette question de l'appauvrissement de la capacité à raisonner, ou au contraire d'élever les standards et d'élever le niveau de tout le monde, parce que ça a aussi des vertus de réfléchir avec des outils comme cela. Voilà, on serait curieux de vous avoir pour cette réflexion conclusive. Pour prolonger effectivement la remarque sur l'obsolescence qui rejoint ce sujet de capacité d'appauvrissement de la capacité à raisonner, et pour citer notre maître à tous, Yann Lequin, là-dessus, et surtout sur l'obsolescence de nos formations, il y a, ce qui est mis en avant, c'est qu'on doit se sentir en concurrence uniquement si on a un enfant de moins de 4 ans. Donc j'en vois pas dans la salle. Donc on est tous à peu près sécures, parce que si on a une approche extrêmement rationnelle et scientifique en termes de quantité de données véhiculées dans les tokens actuellement, en fait, on se rend compte que c'est plutôt similaire à la capacité et au volume d'informations qu'a ingéré un enfant jusqu'à ses 4 ans. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'IA générative, c'est quand même une grande partie de base de connaissances textuelles, et du coup, il lui manque toute la partie émotionnelle, sensationnelle. Par exemple, on peut lui demander de faire le bilan de performance d'un employé par rapport à des résultats factuels écrits. Par contre, évaluer son éloquence, évaluer sa posture, évaluer son aisance, ça, on n'y est pas encore. Et du coup, on pourra se sentir de plus en plus en concurrence et éventuellement voir de l'obsolescence dans nos capacités à partir du moment où l'écosystème se sera structuré pour pouvoir donner à manger à ces IA génératives autant de sensations et de données que nous, on produit et on consomme, mais dans toutes ces dimensions. Donc ce n'est pas que du texte, de l'audio, de la vidéo et du code qui sont les principales sources actuellement, ou la principale matière à travailler, mais le jour où on sera aussi capable, par exemple avec de l'IoT, d'avoir des bases de données qui contiennent aussi des émotions et des sensations, là, effectivement, l'IA ira plus loin qu'un enfant de 4 ans, et là, on pourra voir venir de l'obsolescence dans nos capacités, mais on a un petit peu de marge. Moi, j'aimais bien ta question sur est-ce que ça va nous rendre plus idiots ou pas, mais je pense que ce n'est pas l'IA qui va nous rendre plus idiots, c'est éventuellement nous, dans l'utilisation qu'on en a. Je pense que les feignants seront encore plus bêtes et les gens curieux seront encore plus intelligents. Donc c'est vraiment dans l'usage qu'on va faire de cet outil qu'on apportera la réponse, mais elle est chez nous, la réponse. Oui, je suis complètement d'accord. En fait, c'est exactement ça. Le point, c'est comment est-ce qu'on utilise l'IA. Par exemple, nous, à Dauphine, on peut, si on a des questions à poser, par exemple, sur un texte qu'on comprend mal ou un cours, on peut très bien les poser à l'IA, à un chatbot. Et donc, ça peut nous permettre de mieux comprendre un cours, d'avoir des explications plus personnalisées. Si on est chez nous, qu'on lit un cours, qu'on n'a pas de prof à disposition. Et c'est aussi un aspect d'équité. En fait, tout le monde peut avoir accès à un chatbot, et donc tout le monde peut avoir accès à un prof personnalisé, entre guillemets. Et donc, oui, évidemment, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Il y a des élèves qui vont demander à l'IA de leur faire leurs devoirs, et d'autres qui vont leur demander de les aider, de leur expliquer comment mieux appréhender le sujet. Voilà. Sur l'usage, je trouve que j'ai encore un enfant qui est étudiant et en droit, et le prof leur avait demandé de faire une analyse de texte via ChatGPT et via des recherches personnelles. Et c'était assez pertinent comme approche, parce que ça leur a montré effectivement la différence qu'il pouvait y avoir entre quelque chose qui était assez standard et puis des recherches un peu plus personnelles avec ça fait partie de l'apprentissage, finalement, de se dire voilà, on ne trouve pas tout à fait la même chose, quoi. Il y a d'autres gens que nous autour de la table et dans la salle. Est-ce que pour certains étudiants, professionnels, ça évoque quelque chose ou des questions pour notre panel? Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour cette table ronde et ces échanges intéressants. Alors en plus c'est ludique, mais c'est également très sérieux. J'ai 2 questions. Alors je travaille dans le conseil, je tiens à préciser. J'ai 2 questions qui me viennent, notamment sur la partie environnement,
donc plus à l'endroit des professeurs et des étudiants, mais également des entreprises si elles veulent répondre, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des enjeux énergétiques et que les États-Unis et l'Asie n'ont pas les mêmes capacités à servir leur population avec une énergie pas chère. Nous, en Europe, l'énergie, a priori, est un peu plus chère, même si ça peut évoluer. Comment on fait pour s'assurer qu'on soit capable de construire des IA génératives moins gourmandes à travers la recherche mathématique, la recherche algorithmique? Est-ce que ce sont des sujets qui sont adressés? Quels sont vos regards de professionnels et d'experts là-dessus? J'ai une deuxième question sur l'innovation. En fait, effectivement, on peut se servir de l'IA pour innover, mais dans la mesure où l'IA va piocher dans toutes ses références, tout ce qu'elle a appris, et qu'elle va le synthétiser, quelle est la garantie que si 10 000 personnes posent la même question à l'IA, on ne va pas se retrouver avec une uniformisation plutôt qu'une réelle capacité d'innovation? Merci. La première question est très technique. Je me tourne avec beaucoup d'espoir vers Jamal Latif, mais... Moi, j'ai une réponse pour la première question. En fait, je ne sais pas si vous savez, il y a un plan France 2030 et il y a eu un appel à projet en fait, du gouvernement français pour financer justement l'innovation française, notamment sur ces sujets d'IA frugale, enfin les impacts environnementaux. C'est un sujet qui est pris très au sérieux et donc il y a vraiment des financements pour essayer de construire les solutions de demain, quoi. Un bout de la réponse. Et aussi pour défendre la souveraineté française ou européenne, par exemple. Du coup, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que je suis le co-directeur scientifique de ce programme. Donc, effectivement, donc, dans le cadre de France 2030, il y a ce qu'on appelle les stratégies d'accélération. Ce n'est pas le lieu ici de détailler tout ça. Il y a le positionnement de la France, qui est aussi le positionnement européen. C'est à la fois de favoriser l'émergence de modèles qui soient à la fois frugaux, de confiance, on dit, et avec d'autres enjeux pour aussi positionner la recherche mathématique française qui est très excellente, y compris à Dauphine, au cœur de ces enjeux-là. Donc c'est à la fois un positionnement scientifique, mais aussi un positionnement de part de marché. Donc l'idée, c'est aussi de développer quelque chose qui soit assez adapté à notre environnement européen. Donc effectivement, il y a de la recherche sur de l'IA frugale, ça peut se faire à différents niveaux, au niveau algorithmique. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA générative, c'est un peu la face émergée de l'iceberg, mais il y a d'autres modèles, en fait, on en parle moins. Il se trouve que ça ne vous a pas échappé qu'il y a un prix Nobel qui a été donné en chimie pour des chercheurs en IA, mais ce n'est pas des gens qui développent des modèles de langue, ce sont des chercheurs qui développent alors une autre série AlphaFold, Alpha Tensor ou Alpha autre, et donc qui sont capables de faire de la preuve mathématique, capables de générer de nouvelles molécules, mais aussi capables de découvrir de nouveaux programmes. Donc ici, on a focalisé beaucoup sur l'IA générative parce que tout le monde pense à cette idée qu'on a des modèles fondationnels qui sont capables d'apprendre toutes les régularités du monde et on est capable d'en faire des choses formidables. Ça synthétise, ça génère du texte, mais il y a d'autres modèles qui sont en train de changer la donne partout et on en parle moins, mais bon, c'est peut-être pas le lieu ici. Donc pour revenir sur ce que je disais, il y a tout un volet qui est sur la partie algorithmique. Il y a une ligne de recherche qui dit qu'on a ces modèles-là, donc ces modèles de langue qu'on appelle les transformers, avec cette idée que, d'accord, on a construit la voiture comme au début du siècle, et après on a passé un siècle à optimiser la voiture. Donc on reste sur le même paradigme, et maintenant comment faire en sorte qu'on arrive à optimiser cette machine qu'on a construite. D'accord ? Alors ça a été dit, il y a deux volets quand on construit ces modèles-là, la partie entraînement du modèle et la partie inférence du modèle. Des avancées formidables ont été... on a fait des avancées formidables sur la partie inférence par des techniques de quantification. Enfin bon, tout ça c'est technique, je ne veux pas être très technique. Par contre, sur la partie apprentissage, il y a des collègues, y compris ici à Dauphine, qui essaient de voir comment, par des techniques particulières, avec la même capacité, on va dire, de ces modèles, on a des architectures qui sont moins gourmandes. Ça me permet de rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, je ne voulais pas trop intervenir. Quand on essaie de quantifier l'empreinte écologique d'un modèle, c'est très compliqué.
Moi, je veux bien qu'il y ait l'AFNOR, je vois un peu les travaux qui ont été menés là-dedans. Mais si on regarde le cycle global, bon, il y a le cycle, on va dire, du silicium, mais aussi, est-ce que je suis en train de faire tourner ça sur un data center qui est alimenté par le nucléaire ou pas? Ça peut aussi être ça, la question. Okay, donc, maîtriser, on va dire, l'empreinte globale est compliqué. Donc, on reprend ma réponse. Sur la partie algorithmique, il y a des travaux. Il y a des travaux sur la partie proche matérielle. C'est de voir comment on travaille sur de la physique. La consommation énergétique, pour ceux qui... Je vais parler un peu aux informaticiens, il y a beaucoup de perdition quand on passe de la mémoire au calcul. Sachant que le calcul se fait par ce qu'on appelle les processeurs graphiques. Et donc, il y a des gens, ici en France, qui essayent d'inventer une nouvelle physique où la mémoire et le calcul sont la même chose. Ça s'appelle des memory stores. Et on essaie d'avancer sur ces questions-là. Donc oui, la recherche se fait, et la question de la frugalité, elle est abordée à la fois d'un point de vue algorithmique, à la partie physique, la partie matérielle, mais il y a un absent dans la pièce, qui n'est pas un éléphant, qui est plus grand qu'un éléphant. Ça s'appelle l'effet rebond. Ça, c'est le drame du numérique. Le drame du numérique, c'est que dès lors on arrive à optimiser une technologie, son utilisation explose de façon exponentielle. Et donc là, il va falloir quand même regarder ça du point de vue des sciences sociales. Qu'est-ce qu'on en fait? D'accord? L'effet rebond est toujours là. Et donc, ce qui rend toutes ces questions un peu plus complexes, mais la recherche avance. D'accord? Côté recherche, bon, on a beaucoup parlé de l'IA générative parce que l'usage, il est assez, aujourd'hui, démocratisé, on va dire. Sur ce qui a été dit tout à l'heure, est-ce qu'on arrive à raisonner avec ça ou pas? Bon, on sait aujourd'hui qu'on a des techniques de chain of thought, il faut juste savoir prompter convenablement pour arriver à un résultat qu'on attend. Aujourd'hui, effectivement, ce sont des modèles qui génèrent juste le futur bout de mots, mais ce qui arrive dans bientôt, c'est comment on va finalement générer des séquences dans un arbre, donc on aura des capacités de planification, ça arrive là. Il y a des modèles qui peuvent prendre des actions dans le monde réel, ce qu'on appelle les large action models. Aujourd'hui, les grandes capitalisations sont là-dessus, ça veut dire des modèles qui prennent le contrôle de votre ordinateur. Donc tout ça, c'est déjà là, en fait, en réalité. Donc il faudrait qu'on refasse une sorte de discussion l'année prochaine. Tout ça est là. Donc aujourd'hui, quelque part, on est en train... Voilà, enfin, on critique, c'est bien, on est bien en France, mais la vague est forte et très haute. Peut-être pour compléter cette vision effectivement sur l'IA frugale, je trouve ça intéressant d'avoir introduit en parlant des États-Unis, parce que ça va se passer un petit peu de la même manière qu'il y a quelques années. L'Amérique innove, l'Europe régule. Ils inventent le big data, on répond par la RGPD. Il va se passer un peu la même chose ici, où on va mettre un petit peu les sécurités au bon niveau en Europe. Et alors c'est drôle parce que il y a une vision assez chaîne de vie de la donnée qui vient d'être partagée. Et on peut aussi adopter une vision écosystème, où au final, si on réfléchit par grande masse, les premiers qui ont dû justifier un peu de leur empreinte environnementale, il y a eu les cloud providers, à qui beaucoup de clients leur ont demandé, suite à votre facturation, on voudrait qu'à côté, il n'y ait pas que des euros, mais qu'il y ait aussi un impact environnemental, parce que c'était des grandes masses, notamment sur cette partie stockage. Et puis effectivement, petit à petit, on rentre dans le détail en adressant aussi la frugalité des modèles en eux-mêmes. Donc il y a cette vision, effectivement, l'Europe qui régule ce que font les États-Unis, donc ça viendra sûrement de l'Europe. Je doute que le plus gros driver environnemental vienne des États-Unis. Et puis il y a cet aspect écosystème, grande masse après grande masse. Ouais. Oui, ça ne viendra certainement pas des États-Unis, étant donné ceux qui sont en charge désormais aux États-Unis. Rappelez-vous, c'était fourré, enfin, ça allait faire du forage. Donc, du coup, je prends juste un exemple pour revenir là sur la question de la mesure de l'empreinte écologique. Il se trouve qu'en France, pour les besoins de la recherche, on a mis en place un supercalculateur qui s'appelle Jean-Zé, qui est sur le plateau de Saclay. Et il se trouve que quand on a travaillé sur le refroidissement, donc c'est un refroidissement par eau chaude, quand ça génère un pic de chaleur, la chaleur, elle est mise dans le circuit local pour chauffer les maisons du plateau de Saclay. Donc,
vous voyez, ça rend la question encore plus complexe de la mesure de l'empreinte carbone globale. Je voudrais juste faire de la pub. On a un stage ouvert sur les effets rebonds. S'il y a des stagiaires intéressés, venez me voir. Moi, je n'ai pas de stage ouvert sur un effet rebond, mais j'observe quand même qu'à un moment donné, les IA se sont développées à coup de financement, on va dire spéculatif. À un moment donné, il y a une réalité qui doit être réintroduite probablement là-dedans. Et si vous avez un coût qui reflètera plus justement la consommation des ressources qu'il y aura derrière, moi, je pense que assez rapidement, les comportements des uns et des autres sélectionneront ce qui est vraiment justifié de ce qui l'est moins. Si mon électricité ne me coûtait rien, peut-être que je chaufferais avec les fenêtres ouvertes, ce qui serait absolument affreux. Je pense sur ces questions-là, alors on a fait cette blague sur les États-Unis. En fait, il y a la réalité. Merci. La réalité, en fait, c'est la réalité de ce que tu dis. C'est la réalité du coût de l'entreprise, du business de l'entreprise. À un moment, il va y avoir des choix. Si le coût devient trop conséquent pour l'entreprise, on essaiera de minimiser ses coûts. Et on regarde, je prends l'exemple de Google, parce que Google, ils ont intégré beaucoup d'IA générative dans tous leurs services. En fait, on ne sait pas, mais la modération de YouTube, c'est que de l'IA générative, par exemple. D'accord. D'ailleurs, chez Meta, c'est pareil. Le plus grand usage de l'IA en général, c'est pour la modération de contenu. Et en fait, une entreprise, elle est là à la fois pour minimiser les coûts et augmenter la marge et le bénéfice. Et donc, quand cette équation devient défavorable parce qu'on a un coût énergétique global, on développera, on poussera des investissements pour maîtriser les coûts énergétiques. Ce qu'on observe désormais depuis peu, c'est que c'est l'investissement de Google dans les petites centrales nucléaires. Pour l'instant, on dit on ne va pas optimiser, on va plutôt aller chercher de l'électricité pas très chère. Ça, c'était un avantage concurrentiel fort pour la France. D'accord ? On a essayé de développer des stratégies autour de cette question-là. De dire, oui, on a le nucléaire, sauf que désormais, on est dans un marché européen. Donc, du coup, c'est heurté à un autre problème à ce moment-là. Je propose qu'on prenne une dernière question, parce qu'après, on va remettre le prix du meilleur poster. Et il y a, du coup, une ou deux dernières questions, peut-être des questions rapides. Est-ce que tu veux un micro pour expliciter? Si. Je pense que la question est sur les biais dans les données. Et donc sensibiliser les étudiants sur cette idée, en tout cas ce problème des biais dans les données. Donc voilà. Je profite de ce temps de transition de micro. Du coup, on a une offre de stage sur les sujets d'IA de confiance. Et effectivement, cet aspect biais, c'est l'une des nombreuses dimensions à mettre sous contrôle à travers des démarches d'IA de confiance qu'on voit se déployer de plus en plus, mais au même niveau que l'explicabilité, l'observabilité, la dérive des domaines et tout ça, de plus en plus, notamment drivé par l'AI Pact qui a été signé, notamment drivé par l'AI Code of Conduct qui arrive, l'AI Act qui drive, répondre à ces sujets d'IA d'un point de vue réglementaire, mais aussi répondre d'un point de vue éthique. Il y a encore 7 ans, il y avait une IA qui aidait les juges américains à choisir s'il fallait envoyer en prison ou pas. On a quand même mis 2 ans après la mise en prod à se rendre compte que cette IA était raciste. On peut appeler ça un biais, et aujourd'hui, il y a de plus en plus à la fois de méthodologie scientifique, mais aussi de awareness, de sensibilité des entreprises à se prémunir contre ces dérives, au-delà de la réglementation. Bonsoir, merci beaucoup pour ces échanges passionnants. On a évoqué un des usages qui est un scénario, d'évoquer des scénarios et des conséquences. Je vous propose cette réflexion. Imaginons que je suis une entreprise du GAFAM,
et je décide, ou du moins j'impose par mon pouvoir de conviction, qui est très fort, vous le savez, que finalement, apprendre est un droit universel. Et finalement, pourquoi je ne mettrais pas une IA ici à Dauphine? Est-ce que monsieur, vous accepterez d'avoir une IA dans vos cours? Est-ce que les étudiants accepteraient d'avoir une IA comme camarade? Et est-ce que demain, les entreprises accepteraient d'avoir une IA comme salarié? Comme salarié, il faut salarier qui? Non, merci pour la question, très intéressante, et peut-être qu'on va prendre le temps un peu de la maturer et de réfléchir dessus pendant un certain temps. Moi, j'aime pas l'usage du terme une IA parce que ça personnifie la chose. On a des technologies, on a des algorithmes. Il faut qu'on arrête de parler d'une IA. Enfin, je reprendrai à mon terme ce qu'on a fait avec le Conseil d'État. C'est des systèmes d'IA, d'accord? C'est un système d'IA. Donc voilà, donc on sort un petit peu de cet anthropomorphisme qui parfois nous perd. Donc ça serait ma réponse. Donc une IA comme une entité qui prendrait vie, non. Oui, je voulais reprendre un peu la réponse sur la question sur les biais. Oui, on va détendre un peu l'atmosphère. Tout ça, c'est à base de données, et on dit en informatique, garbage in, garbage out. D'accord? Donc si j'ai des données déséquilibrées, si j'ai des données qui sont mal foutues, bah oui, ce que je vais en apprendre, ça sera déséquilibré et mal foutu. D'accord? Par contre, la question de la représentativité, d'accord, des sous-groupes, qui pose une autre question entre le droit européen et le droit américain. D'accord? Donc nous, on ne peut pas avoir en tout cas, pas de façon directe, une segmentation ethnique. D'accord? Par contre, aux États-Unis, on peut. Et je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité il n'y a pas très longtemps. À un moment, les GAFAM qui sont très sensibles à cet équilibre de classe, quand on a voulu générer un nazi avec Gemini, bah, il y avait des nazis de toutes les couleurs. Donc forcément, ça parce qu'on a posé un équilibre, donc ça doit te parler, on a essayé d'imposer un équilibre sur toutes les ethnies. D'accord? Donc non, ça ne va pas, du coup. Donc du coup, on est arrivé à un moment où le balancier est parti de l'autre côté. D'accord? Donc on essaye d'être très équilibré sur toutes les populations. Bah, là, on essaie de remettre ça au milieu. C'est-à-dire, juste ce que j'essaie de dire, c'est que cette question-là, elle est déjà donc d'équilibre des groupes, de la représentation des groupes, qui est une question politique plus forte par ailleurs aux États-Unis qu'en Europe. Elle est déjà prise en compte dans la conception des algorithmes. D'accord? Par contre, la même question reste posée quand on développe un modèle de scoring en France ou autre. Ça, c'est autre chose. Ce qui ouvre le débat sur Compass. Donc, ce qui a été évoqué au préalable, c'est cet outil Compass de ce qu'on appellerait de la justice prédictive. C'est-à-dire, les juges, on leur a donné un outil, qui est un outil statistique, qui pourrait, quand on lui présente au juge une situation pour savoir si on fait libérer quelqu'un, ça score le risque de récidive. Et là aussi, en fait, le débat, il n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas l'IA qui est raciste, c'est que l'IA doit reproduire les biais de la société. Donc là, c'est ça. Voilà, ça c'est un problème d'équité, ou même un problème politique. Est-ce qu'on demande à l'IA plus que ce qu'on demande à des humains? Moi, je n'ai pas de réponse. Est-ce que l'IA doit refléter la société telle qu'elle est? Ou alors l'IA doit corriger les effets de la société? Je pense qu'on n'est pas rendu quand on ouvre ce débat. Et c'était le débat derrière Compass, en réalité. Parce que moi, je me suis battu avec des collègues, sauf qu'on a fait des thèses sur la fairness avec les grands méchants. Et on s'est posé cette question-là, qui est d'abord une question philosophique. Quand j'implémente une règle d'équité, qui définit la règle d'équité? D'accord? Est-ce que les algorithmes, on les nourrit par les données sociologiques? C'est la question de la sociologie, hein. Ou alors j'essaye de faire en sorte que je corrige l'effet de la société. Et donc qui décide à ce moment-là comment je corrige? Donc là, c'est un biais politique que je mets dans l'algorithme. Et donc la question est complètement différente. Donc moi je ne dirais pas que Compass était raciste. Compass a juste reproduit l'effet de la société. Et donc ce débat, il est encore vivant. Il peut proposer plusieurs options et plusieurs recommandations.
Et en fait, c'est à nous, avec notre cerveau, avec notre intelligence, avec notre esprit critique, de en fait, choisir la meilleure option. Parce qu'en réalité, l'IA, comme vous dites, n'a pas d'émotion, n'a pas de sentiment, mais malgré tout, c'est un outil extrêmement serviable, extrêmement... enfin, comment dire ça? Il ne va pas juger, il est à l'écoute, évidemment, même s'il n'a pas de conscience, mais il donne des conseils qui permettent quelque part de nous orienter, mais à nous de le nourrir avec les bonnes informations pour qu'il puisse nous donner les meilleures recommandations. En fait, nous, on lui donne des conseils et lui, il va enrichir avec les informations qu'on lui donne, en fait. Et c'est comme ça, c'est comme un travail de recherche, en réalité. Il y a des chercheurs qui commencent par proposer des connaissances, des solutions, des recommandations. Et à partir de ces recommandations, de ces connaissances, les autres chercheurs vont commencer à construire leur propre réflexion et proposer aux autres le fruit de leur travail en réalité. Donc, comme je voulais répondre aussi à la question du jeune homme, je suis convaincue, je vous certifie que l'IA ne remplacera jamais l'humain. Ce n'est pas possible. Un humain, c'est un humain, et l'IA, c'est une autre énergie qui est très gentille, qui est très à l'écoute et à des dispositions de l'humain, mais il sera toujours en dessous. C'est l'humain qui décide et c'est l'humain qui mène la danse. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, l'IA ne prendra jamais le dessus et ne se rebellera jamais contre l'humain. Ça, je vous le certifie. Merci de nous rassurer. Alors. Merci beaucoup. Je vous en prie. Moi, je voulais juste dire, je pense que je n'embaucherai jamais une IA, mais un ou une DOIA, pourquoi pas? Allez, la dernière. Oui, bonjour. Donc, félicitations pour ce beau panel. Je suis un ancien dauphinois et je suis avocat depuis 19 ans. Et je travaille ou j'essaye de créer le droit pratique de l'intelligence artificielle depuis quasiment 5 ans. Le 2 octobre dernier, j'ai organisé une première simulation de procédure contre des systèmes d'intelligence artificielle, avec magistrats, huissiers, experts judiciaires, et un monsieur qui s'appelle Denis Rothman. Je voulais juste répondre à monsieur sur le doute que vous posiez sur la question de savoir c'est une question politique ou pas, de savoir s'il y a des biais ou pas. Je pense que c'est plus une question politique. Je pense que maintenant c'est une question juridique et qui va être compliquée à mettre en œuvre puisque l'annexe 3 du règlement de l'intelligence artificielle considère les systèmes d'intelligence artificielle au service de l'emploi et de la formation comme des systèmes à haut risque. Et donc, ils doivent éviter les biais. Si une société tout entière ne travaille pas son inclusion depuis des décennies, comment va-t-elle faire pour la retravailler avec des systèmes qui vont reproduire peut-être des biais d'avant, alors que les sanctions, elles, sont unanimement prévues sur le plan mondial. Et je veux juste dire une petite chose là-dessus, c'est qu'il y a une directive qui vient de sortir le 23 octobre et qui vient nous dire que désormais, la charge de la preuve dans un système d'intelligence artificielle défaillant repose sur le fournisseur et non pas sur celui qui subit le préjudice. Donc je pense que l'IA, en réalité, les systèmes d'intelligence artificielle sont une formidable occasion de remettre en cause certains préjugés qui existent depuis des décennies. Et là, j'ai beaucoup d'interrogations. Je sais que les procès dont je vous ai parlé, les présidents du Conseil de prud'homme devaient venir, ils ne sont pas venus finalement. Et il y a beaucoup d'interrogations parce qu'on s'est dit qu'en fait, éviter ces biais, c'est juste impossible. Donc je vous pose la question, comment on va éviter des biais qui existent depuis voilà, des années? Ça, c'est quand même une question importante. J'espère ne pas avoir été trop long. Non, et c'est très intéressant. Au passage, je pense que moi, je trouve que la place du droit et les questionnements du droit autour de ces questions-là, c'est passionnant. Maintenant, quand on parle de biais, il y a deux types de biais. Il y a le biais qui est le biais de l'échantillonnage, ça veut dire de façon, on va dire,
voulu, on a collecté des données qui ne sont pas des données équilibrées, on a construit un modèle avec un biais de l'échantillonnage. D'accord ? Il faut différencier ça de l'état actuel de la société, d'accord ? Pour Compass, c'était ça. On n'a pas fait un échantillonnage d'individus. On a regardé l'état des lieux dans toutes les prisons américaines. Ça, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, moi je pose la question. Et en prenant en compte toutes les statistiques de ce qui existait déjà, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu un biais de sélection, on a pris les données qu'on avait sur place, donc une sorte de photographie de la société, et il en est sorti des systèmes d'aide à la décision, d'accord, qui, évidemment, étant donné l'état des lieux dans les prisons américaines, ont ciblé davantage une population qu'une autre. Et donc, ce sont deux types de biais qui sont différents. Donc, quand on veut corriger ce biais-là, quelque part, on vient cette fois-ci biaiser les données. Vous voyez la différence, où est-ce qu'elle est? On biaise les données, on biaise, ou alors on biaise le modèle à partir des données. C'est-à-dire on rajoute quelque chose de plus que ce qu'il y a dans la société. Et donc c'est là où la question devient difficile. C'est là comment je change les données, sur quelle vision de la société. Donc vous voyez, c'est là la subtilité. Je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. On aura peut-être l'occasion d'échanger juste après la réunion. Les étudiants sont très polis, ils voulaient vous remercier de leur attention, mais moi je trouve qu'ils ont fait un super bon travail. Si vous êtes d'accord avec moi, je pense qu'on peut peut-être chaleureusement les applaudir. Merci beaucoup à vous et on vous réentendra, j'espère, en conférence de direction prochainement. Avant, la dernière partie de cette table ronde, c'est de remettre le prix. C'est une tradition des Dauphine Digital Days de remettre le prix du meilleur poster. Il y avait des posters qui étaient affichés. Des posters, ce sont des travaux de recherche émergents ou publiés ou qui ont déjà été présentés en conférence, qui étaient travaillés par nos doctorants de différents laboratoires. Et c'est le Cercle Dauphine Numérique qui traditionnellement remet ce prix. Et je vais laisser Jamal Atif en dire quelques mots. J'ai beaucoup parlé ce soir. Non. Quand même, un petit mot pour remercier les étudiants. C'est pour moi une fierté. Et je suis très, très, très heureux de voir que pendant cette 3e édition des Dauphine Digital Days, il y a une place importante qui a été prise par les étudiants. J'aurai l'occasion de remercier chacun d'entre vous, de IA, et je suis très content de voir mes étudiants aussi par là. Alors, c'est une tradition des Dauphine Digital Days de remettre le prix du meilleur poster. Donc c'est un prix qu'on a créé avec le Cercle Dauphine Numérique. Donc je remercie encore une fois nos partenaires. Et donc c'est là où je meuble parce que je ne sais pas comment ça doit se passer. Donc il y avait 10 candidats et, voilà. et un seul ou une seule pouvait gagner. En général, on n'a qu'un seul gagnant, ou une seule gagnante chaque année. Donc je ne connais pas le lauréat ou la lauréate et ce n'est pas à moi de remettre. Tout à fait, puisque c'est moi qui ai cette information très précieuse. L'urne électronique a été décachetée de manière parfaite par l'équipe de Dauphine Numérique et notamment Stéphanie Senlis, que je remercie également pour tout ce rôle central qu'elle a joué dans toutes ces Dauphine Digital Days. Et la vainqueur est... Il y a un papier. Il y a un papier. Ah d'accord. Ah. Bon. Vas-y, tu peux du coup l'annoncer. Quelqu'un doit me rejoindre quand même pour remettre le prix. Ouais. Nicolas, si tu veux bien. Allez, Nicolas, à ma droite. Puisque merci. le prix du meilleur poster est remis. On fait un peu de suspense ou comment ça marche? On fait semblant d'ouvrir une enveloppe? Non. Alors, donc il y a eu 10 posters, donc 2 mots quand même. Il y a eu des thématiques assez variées. En fait, pendant 2 ans, donc on peut dire qu'il y a eu une tradition désormais qui s'installe, n'est-ce pas? On a eu beaucoup de posters du côté informatique, du côté IA, un peu dur. Il y a eu quelques posters des thématiques qui viennent des autres laboratoires de Dauphine. On a la chance à Dauphine d'avoir une richesse. Oui, alors attends. Une richesse de thématiques, que ce soit en droit, en management, économie, sociologie et autres. Et donc, ce que j'ai observé cette année, parce que j'ai quand même pris le temps d'aller lire les posters,
il y a une diversité de sujets. Donc cette année, elle est remarquable par la diversité des sujets. On n'est plus que sur des sujets, on va dire, cœur IA. Donc on a des posters qui viennent du droit, du management, de l'économie et autres. Et ça montre aussi que tous les domaines se saisissent de ce sujet-là. En fait, la discussion qu'on a eue pendant ces 2 jours et demi montre que c'est un sujet qui traverse l'ensemble des disciplines. Ça commence à marcher. Et donc j'arrête de parler pour te laisser annoncer le lauréat ou la lauréate. La lauréate, parce que c'est une lauréate, c'est Victoria Ourzik. Bon. Est-ce que Victoria est parmi nous? Normalement, on s'assure quand même que le lauréat ou la lauréate est dans la salle. Écoute... Bon. Son poster était quand même bien mieux que le logo de Dauphine Digital Days avant. Hein. Qui, alors, de souvenir, hein, qui fait une thèse en marketing. Avec Pierre Vol. Ouais. Bon, eh bien, la photo sera un peu étrange. Il n'y aura pas la lauréate. Voilà. Elle a été créée par l'intermédiaire. Voilà, on va lui réserver. On va demander à l'IA de nous créer un personnage en lui donnant un prompt très rapide. Voilà. Bon, écoutez, on va la remercier pour son absence. Et nous garderons... on va aller au restaurant? Ça te va? Bon, écoutez. Bon, félicitations à Victoria. Je pense qu'on va quand même lui remettre ça comme il se doit. Merci à tous pour votre participation et puis à l'année prochaine du coup. Alors, j'invite Bruno Bouchard à me rejoindre. C'est le moment de clôture de ces 2 journées et demie d'échanges riches. Je l'ai dit, ça est la 3e édition des Dauphine Digital Days. Une aventure qu'on a créée ensemble avec l'idée de rapprocher la science et de la société. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont assisté à la dernière conférence en finance. Je ne m'attendais pas à voir autant d'équations dans Dauphine Digital Days. Bon, pardon pour ceux qui étaient là et qui ont souffert. Donc, voilà. Donc on voulait installer un rendez-vous récurrent, annuel, autour de ces thématiques-là. Quand on a créé ce rendez-vous, on savait que l'IA allait prendre de la place, une place importante. Bon, on voit bien qu'aujourd'hui, l'IA générative démocratise l'usage, fait en sorte que l'IA elle est dans tous les foyers. Ça va continuer à notre sens. Et on a davantage besoin de rendez-vous comme ça, où la science et la société discutent, et surtout avec des étudiants comme ce soir, au cœur de l'événement. Et pour moi, c'est une fierté vraiment de vous voir là, parce que l'avenir, c'est vous, mais avant l'avenir, le quotidien, notre quotidien, c'est à votre service. Donc c'est une vraie fierté pour moi de voir des étudiants qui prennent part à cette aventure. C'est un moment un peu particulier, je pense que Bruno partage ce point de vue. Et voilà, donc c'est le moment de remercier tous ceux qui ont œuvré pour cette édition encore. Valérie Bouba et tous ses services, tous en service de communication, merci Valérie. Nos partenaires du Cercle Dauphine numérique, merci à vous, merci pour votre fidélité. On accueille Murex, bon, le collègue est parti, mais on va faire grandir ce cercle. Je vois d'autres membres du cercle qui sont là-bas, CGI, enfin bon, donc je ne vais pas citer tout le monde. Je remercie Uzbek Erika, qui sont nos partenaires de cette année, la Paris Tech, Grand Tech, je ne sais pas dans quel sens, Tumcori, Stéphanie, et bien sûr Stéphanie Sanlis, voilà, qui fait tout. Merci Stéphanie. Voilà, donc je vais vous libérer. Merci encore pour votre présence. Merci à Doia. On compte beaucoup sur vous pour un peu mener, emmener les étudiants de Dauphine autour de ces thématiques-là. Et puis à l'année prochaine. Bruno ? Rien à ajouter. À l'année prochaine.